À l'occasion du Forum de Rennes, LCP vous propose de retrouver les meilleurs débats en partenariat avec Libération dans un instant. Bonjour, merci d'être là pour ce débat dans le cadre du Forum Libération à Rennes autour de ce thème cette année, la confiance règne avec un point d'interrogation. On va se poser donc la question de la confiance à l'école aujourd'hui et on va se la poser dans une configuration un peu particulière parce que pour participer à ce débat, pas pour l'animer je vous rassure, il faut avoir deux qualités, d'une part être agrégé de philosophie et d'autre part être ou avoir été ministre de l'Éducation nationale. Les élèves français, donc 12 millions, futurs citoyens, ils sont, c'est pas tout à fait vrai pour le primaire où ça se passe mieux, mais ils sont globalement angoissés d'aller à l'école. Beaucoup plus quand on compare avec d'autres pays que dans d'autres pays qui nous entourent. Ils ont le sentiment que l'école n'est pas à leur égard, c'est un mot qui est revenu souvent, bienveillante, alors qu'évidemment les pédagogues, les femmes et les hommes d'école veulent cette bienveillance. Je cite souvent la phrase d'Alain qui est quand même un marqueur de notre pensée. Il faut donner d'abord. C'est une école de la générosité, c'est une école, évidemment, on pense que chacun a son droit, quel que soit d'ailleurs son origine ou ses difficultés. Et précisément quand il y a des difficultés, nous devons être dans cette démarche. Et donc c'est ce sentiment qui est vécu douloureusement par beaucoup de nos élèves. Vous savez, dans les rapports Pearls qu'on a eus, alors c'est pour juger la capacité de lecture qui sont arrivés au mois de novembre. Il y avait des choses déjà très déplaisantes, puisqu'on montrait que le niveau de nos élèves dans la capacité à appréhender du sens dans un texte était en régression, que là où nous avions encore quelques meilleurs résultats dans le test précédent, c'était souvent les jeunes filles. Car il y a une différence filles-garçons. Eh bien, les filles étaient aussi maintenant aux mêmes difficultés, mais derrière, les élèves français sont ceux qui ne finissent pas leurs épreuves, qui sont inquiets de rater, qui considèrent et donc qui ont un rapport très anxieux, très malheureux d'une certaine façon, très angoissé à la tâche scolaire. Alors, nous avons bien entendu à réagir. Pour apprendre, il faut qu'il y ait du plaisir d'apprendre. Dans l'acte pédagogique même, il y a de la confiance, confiance du professeur dans l'élève, de l'élève en lui-même, de l'élève dans l'institution, de l'institution et plus largement autour dans le savoir et dans confiance aussi accordée aux professeurs. Bon. Donc cette crise est réelle. Elle diffuse évidemment ailleurs. Et donc je pense que, et je l'ai toujours dit, la refondation de l'école de la République, elle doit toucher évidemment à des institutions. Elle doit organiser des cycles. Elle doit être capable d'articuler mieux l'école primaire et le collège. Elle doit revoir les programmes. Elle doit mettre en place une formation des professeurs. Elle doit mettre le paquet sur le primaire. Elle doit mieux accueillir les enfants lorsqu'ils sont petits. Mais elle doit être d'abord une refondation pédagogique. Je crois d'ailleurs que nous avons été colonisés par un esprit de management dans l'éducation nationale, extrêmement coûteux à l'égard de cette rencontre essentielle entre l'élève et le professeur. Et donc, cette question de l'évolution même des pédagogies, de la confiance, est pour moi une question centrale qui doit se traiter, évidemment, dans la formation des enseignants, dans le climat scolaire, les droits des lycéens, comment on organise, y compris les temps scolaires et les temps éducatifs, de telle sorte qu'ils permettent aux uns et aux autres de trouver leur excellence, de construire leur parcours. Par une réforme de l'orientation, c'est quoi un pays où quand même on accroît les inégalités et bien entendu l'orientation négative, toujours pour les mêmes, ceux qui sont le plus en difficulté, qui n'ont même pas d'informations sur ce qu'ils pourraient faire. Et évidemment aussi, puisque je vois qu'elle revient dans le débat, la question qui est centrale, il faut évaluer.
mais la question de la nature de cette évaluation. Est-ce qu'elle est là pour encourager? Est-ce qu'elle est là pour décourager? Est-ce qu'elle s'inscrit dans un processus d'acquisition, de progrès, ou est-ce qu'elle marque un terme et une sanction? Nous devons retrouver dans cette relation pédagogique cette confiance et donner aux élèves la confiance en eux-mêmes, y compris pour être capables de développer cet esprit critique qui n'est pas une apologie béate de la confiance, qui nous ferait revenir à d'autres temps, mais en même temps pour être capable de promouvoir un esprit instruit, argumenté, qui est un esprit critique et qui est de ne pas croire, par exemple, ce que disent les ministres comme ça, et d'aller vérifier. Je crois que pour donner de la confiance, et là je me place du point de vue du ministre de l'Éducation et pas simplement du point de vue des professeurs et des élèves, je crois qu'il faut faire deux choses. Il faut d'abord et avant tout dire la vérité. Je pense que c'est le socle de la confiance. Lorsqu'on ment et qu'on est dans l'obligation, parce qu'on est politique, de s'arranger toujours un peu avec la vérité, eh bien la confiance s'effrite. J'allais dire la conscience, mais au fond la conscience morale aussi en prend un coup. Il faut dire absolument la vérité, ce qui est très difficile quand on est ministre, et il faut aussi donner du sens. C'est les deux piliers de la confiance, dire la vérité et donner du sens. C'est là où je rejoins Vincent Peillon, et je lui ai déjà dit, et je l'ai dit beaucoup en public, c'est qu'il a eu le courage, j'allais dire pour la première fois peut-être du côté de la gauche, de dire la vérité sur l'état de l'école. Notamment, je me souviens d'un discours que tu as fait, mais aussi, j'imagine, un discours que tu avais fait pour François Hollande, dans lequel le président de la République, c'était en campagne, disait 150 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année, et environ 30, et François Hollande avait même dit 40%, donc il était allé encore plus loin que moi, 40% de nos jeunes à l'entrée en sixième, à l'entrée au collège, sont en grande difficulté de lecture et d'écriture. C'est la vérité. Je me suis battu il y a 10 ans, et c'est ça qui a beaucoup changé. Je me suis battu il y a 10 ans, y compris contre certains de mes collègues anciens ministres de l'Éducation, pour faire admettre ces chiffres. Et j'ai été très heureux que ces chiffres soient dits, parce que je pense que tant qu'on ne dit pas la vérité sur l'état de l'école et sur l'état de nos élèves, eh bien la confiance ne peut pas s'introduire. Je vous rappellerai quand même une expérience qui a été pour moi absolument fondatrice. On a en 1995, je le rappelle toujours, mais pour ceux qui ne le savent pas, je crois que ça peut être intéressant, on a trouvé en 1995, dans le ministère, on a trouvé, c'était du temps de Bayrou, on a trouvé 10 000 copies de certificats d'études des années 20, 22, 23, 24, qui avaient été corrigées et qui avaient été oubliées dans le grenier de la sous-préfecture de la Somme. Et ces copies qui avaient été corrigées étaient enfermées dans des sacs de pommes de terre, dans des sacs de jute. Et le directeur de l'évaluation et de la prospective de Bayrou, de l'époque, qui s'appelle Claude Tello, polytechnicien, mais pas stupide pour autant, statisticien, directeur de l'évaluation au ministère, a eu l'excellente idée de comparer les copies de l'époque, puisqu'elles avaient été corrigées, et que 10 000 copies pour un statisticien, c'est plus qu'un échantillon représentatif, avec les performances des élèves d'aujourd'hui. Et comme Claude Tello était un homme progressiste, plutôt de gauche, plutôt optimiste, qui détestait le discours du déclin, il a essayé évidemment d'éviter tous les biais, c'est-à-dire tout ce qui pouvait fausser la comparaison. Et donc il a éliminé les sujets qui n'étaient plus d'actualité. Il a considéré qu'à l'époque, dans les années 20, les instituteurs ne présentaient que 10 à 12% de leurs meilleurs élèves au certificat d'études. On les préparait, pour parler en bon français, on les coachait toute l'année. C'est allé très loin pour éviter les biais, parce que la France de l'époque des années 20 était une France très rurale, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc on a recomposer un échantillon d'élèves de 5e qui avaient en gros la même caractéristique sociologique que les élèves des années 20 dont on avait les copies corrigées. Et sur la question de la maîtrise de la langue, mais aussi sur certains items mathématiques, les résultats ont évidemment consterné Montello parce qu'ils étaient catastrophiques. Je vous donne juste un chiffre. Dans la dictée, ça rappellera quelque chose à tous ceux qui ont mon âge ou un peu plus ou juste un peu moins. Dans la dictée en moyenne, quand vous prenez la courbe de Gauss des fautes d'orthographe, le mode, la médiane et la moyenne, le sommet de la courbe, on faisait en moyenne dans la dictée dans les années 20, on faisait 5 fautes. Ça a donné le fameux 5 fautes 0 dans nos lycées, si ça vous rappelle quelque chose. Je vois quelques hochements de tête.
sous les cheveux blancs. Eh bien, ça a disparu aujourd'hui, mais ça a duré très longtemps. 5 fautes. Eh bien, quand Tello a fait cette enquête sur les élèves d'aujourd'hui, donc sur les meilleurs élèves de 5e, hein, donc ceux qui avaient été préparés toute l'année, eh bien, on trouve un résultat qui est le suivant, 17 fautes d'orthographe en moyenne. C'est des toutes petites dictées, c'est les mêmes. Et donc, quand vous regardez de près les copies, eh bien, vous apercevez qu'il y a un rapport à la langue qui s'est complètement effondré et que, évidemment, quand les enfants sont en difficulté en matière d'écriture et de lecture, ils sont en difficulté sur tous les autres secteurs de l'enseignement scolaire. Avoir eu le courage de dire la vérité, avoir dit, voilà, il y a 40% des enfants en difficulté à l'entrée en 6e, il y a 150 000 jeunes qui sortent du système chaque année sans rien, eh bien, c'était, je crois, un très bon point de départ. Je dirais que 3 choses très brèves sur lesquelles je rejoins aussi Vincent Peillon et sur lesquelles je suis reconnaissant qu'il ait dit la vérité, parce que je pense que ça éclaire le débat public. C'est pas pessimiste, mais c'est vraiment pour prendre le taureau par les cornes. La semaine de 5 jours était une ânerie sans nom. Je l'ai dit à l'époque au président de la République, au ministre de l'époque, c'était stupide. Revenir, pardon, la semaine de 5 jours était une stupidité. Revenir la semaine de 4 jours, pardon, je fais un lapsus, était une stupidité. Supprimer la semaine de 5 jours était stupide, je vais être clair. Était absurde. Remettre 5 jours, remettre une matinée le mercredi matin, même si on garde le samedi libre, je pense que c'est la bonne solution. Réétaler les cours des enfants qui ont 24 heures par semaine, les réétaler sur 5 jours, c'est évidemment une nécessité. Je l'ai dit, je l'ai hurlé à l'époque, et je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que un ministre appartient à une autre famille politique de la mienne, je dirais le contraire aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. De même que, deuxième exemple, supprimer la formation des maîtres était totalement indigne, c'était honteux. Et je l'ai dit à l'époque. Je l'ai dit à l'époque, je l'ai hurlé, j'ai même fait un grand papier dans le Nouvel Observateur pour le dire, je suis allé voir Nicolas Sarkozy pour lui dire, la suppression de la formation des maîtres était absurde. On peut à la limite, dans les grandes classes du lycée, hein, si je mets notre ami journaliste à faire un cours d'histoire sur la Révolution française en première, il va sûrement se débrouiller, il va y arriver. Mais si je vous mets à faire l'apprentissage de la lecture au CP, je garantis que vous n'y arriverez pas sans formation. Ça demande un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier. Et plus vous allez vers les petites classes, plus c'est un vrai métier. Je vous donne un chiffre terrible. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Vous retrouvez les mêmes au JAPD, aux Journées d'appel pour la défense. Et donc là aussi où je rejoins Vincent Peillon, c'est au primaire qu'il faut mettre le paquet. C'est au primaire qu'il faut faire porter l'effort. C'est là qu'il faut s'assurer que les enfants acquièrent vraiment les fondamentaux, même si les catastrophes apparaissent au collège, parce que les adolescents sont plus remuants que les tout-petits. C'est au primaire que l'échec scolaire se forme, et je dirais même c'est dans la classe de CP, au cours préparatoire, que ça se forme. Supprimer la notation à l'école me paraît pas une bonne idée. Voilà, je le dis franchement, casser le thermomètre n'a jamais servi à rien. Je ne pense pas que les notes soient traumatisantes. Je pense que quand on a une bonne note, je vois mes filles qui sont encore dans des petites classes, quand elles ont une bonne note, elles sont ravies. Quand elles ont une mauvaise note, ça leur permet de savoir à peu près où elles sont. Donc je ne pense pas que ce soit catastrophique d'avoir des notations, même chez les petits. Donc voilà, peut-être des sujets sur lesquels on peut débattre, sur lesquels il pourrait y avoir éventuellement, je ne sais pas d'ailleurs, j'en ai pas parlé avec Vincent Peillon, mais des divergences entre nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les points fondamentaux, c'est-à-dire sur le fait de dire enfin la vérité, et puis de fixer un cap sur le plan moral, tout simplement, je me sens en harmonie davantage avec son ministère qu'avec des ministères qui ont supprimé la formation des maîtres, qui ont fait des rythmes scolaires délirants, et en plus, je le précise, supprimer la formation des maîtres, supprimer les postes de stagiaires, chers amis. C'est très technique, mais je suis quand même obligé de le dire. La seule finalité de cette réduction des horaires des élèves et de la suppression de la formation des maîtres, c'était quand même de supprimer 8000 postes de RASED, les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, c'est-à-dire des économies de bout de chandelle ridicules, de même que supprimer les postes de stagiaires, c'était simplement faire plaisir à Bercy. Ça n'a pas de sens. C'est des économies qui ne représentent en plus absolument rien financièrement, budgétairement parlant. Je voudrais, et ce n'est pas du tout du formalisme, c'est même, je suis assez touché personnellement, pas comme ministre, des propos de Luc Ferry, et je ne peux pas ne pas le remercier. Pourquoi ? Je salue le maire de Rennes, Daniel Delaveau, je lui disais, mais c'est aussi l'éducation que j'ai reçue dans notre école de la République. Il faut apprendre à penser contre soi-même.
Il faut penser aussi contre les siens, parce que la facilité, hein, c'est toujours d'aller dans son sens, ou le sens de son groupe, de sa communauté, et l'école de la République doit nous permettre de le faire. Or, c'est très difficile dans le champ politique, cette question de la vérité. C'est facile, dans le fond, de défendre quand on est en position, mais je l'ai connu, être capable, lorsqu'on est d'un autre camp, de surmonter, vous imaginez le nombre de personnes qui peuvent lui faire le reproche, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une conviction supérieure, qui a justifié d'ailleurs sans doute une vie de philosophe et cet engagement dans le ministère, de dire sur l'école, il y a des choses que nous pouvons partager parce qu'elles sont l'intérêt des élèves, donc l'intérêt du pays. Franchement, je vous en suis reconnaissant, donc je vous en remercie. Moi, je ne crois pas, d'ailleurs, on n'a pas des débats intéressants, qu'il faut supprimer l'évaluation, et je sais que personne ne me prête cette idée. Je pense que, bien entendu, on doit évaluer. Mais je pense qu'il y a des formes d'évaluation qui peuvent être diverses. Lorsque et beaucoup de gens me disent, comment on peut faire autrement? Lorsque je remettais ce prix il y a 48 heures, les enseignants expliquaient que, dans le fond, on préparait le contrôle. Ils n'étaient pas surprises ou punitifs. Ah, vous avez fait du bruit, je vais faire un contrôle. C'est vraiment une démarche qui permet et qui s'inscrit dans l'apprentissage. Et puis, quand la note arrive, car il est évalué le contrôle, il y a avec la remédiation, c'est un des plus grands problèmes pour les professeurs, y compris dans leurs conditions de travail. C'est de dire, voilà, et nous pouvons le refaire après pour voir comment tu t'es amélioré et quels instruments tu as pour t'améliorer. Nous avons aujourd'hui des pays où cela se fait. Les résultats scolaires sont bons et meilleurs que les nôtres. Les enfants ont plus d'appétence à aller à l'école. Mais nous avons beaucoup d'enseignants qui pratiquent déjà ces méthodes. Alors c'est peut-être ce que vous avez rencontré. Et nous les faisons évaluer. Et nous voyons que pour les apprentissages, et les apprentissages fondamentaux, c'est une chose qui permet d'obtenir des résultats que nous évaluons. Nous ne sommes pas contre l'évaluation. Mais cette évaluation permet un progrès, c'est l'essentiel, permet de s'élever. Il y a différents éléments. Il peut y avoir des éléments de coopération dans la vie. Il peut y avoir des éléments de concurrence et de compétition, d'émulation. Ça aussi, ça peut être positif, mais pas exclusivement. Nous sommes le pays où, d'abord, nous avons un chômage des jeunes absolument considérable et structurel. Et là, il faut s'en rendre compte, ça doit être la priorité. C'est 25%. Et nous avons, deuxièmement, un pays où la corrélation entre le diplôme et le métier, et même le diplôme acquis à 20 ans, 22 ans, 24 ans et la carrière tout au long de la vie, est le plus étroit. Et donc les parents, légitimement, sont dans une anxiété considérable à l'égard du destin scolaire qui sera le destin social de leur enfant et pour les professeurs des élèves. Et donc nous sommes partis dans une pression sociale considérable. La preuve que j'en ai eue, et je l'ai fait publier dès que je suis arrivé, c'est le rapport sur les maternelles, où nous avons vu dans cette grande école maternelle française, qui permettait par des développements qui étaient moteurs, affectifs, autant que cognitifs, mais tout se tient, envié dans le monde entier, cité par Barack Obama, de mettre dans cette école maternelle un esprit, là, de concurrence, de notation, faire de la grande section un pré-CP, vouloir tellement accélérer l'apprentissage que certains élèves, dont par exemple la motricité fine pour écrire, n'est pas encore prête, eh bien, on considère qu'ils sont en échec. On les envoie chez des médecins. Ils entrent dans des pathologies. C'est quelque chose de terrible. Notation de ces élèves. Déjà, tout de suite, on parlait de la confiance, perte de confiance, d'estime de soi, inquiétude. Et je vous le donne en mille, hein, assez peu. Notre école est une école qui fait réussir les enfants de cadres supérieurs et de professeurs. Quand on aura changé ça, on aura changé le visage de notre pays. On a vu, comme ça, cette évolution. Je dis juste, je suis comme
trop long, pardon. Mais quand même, je le vois aussi en ce moment, vous savez, troisième, seconde, les orientations, la concurrence là sur les lycées, ces classements. Il y a quand même une espèce de pression qui, là aussi, moi, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue. Maintenant, on se juge à 100% de résultats au bac, combien de mentions très bien, les classes préparatoires, et c'est ce but du système qui, depuis le début, rase les uns et les autres. Donc ça s'est, je crois, accentué, mais ça s'est accentué sous une pression qui vient aussi, évidemment, de l'extérieur de l'école. Et on le voit très souvent quand on veut aller vers des remises en cause douces et raisonnables d'un certain nombre de nos excès sur le redoublement, la notation, un certain nombre de sujets, les fractures aussi du système, cette capacité du système non pas à réunir les enfants mais à les séparer, à vouloir les séparer le plus tôt possible, eh bien on voit que beaucoup de parents sont inquiets, comme sur les devoirs. Beaucoup de parents sont inquiets et ils viennent et ils me disent des choses très simples. Ils me disent, mais monsieur Payon, faites pas une école de bisounours, faites pas une école de trop gentil, faites pas une école trop douce, parce que dehors c'est très dur. Et préparez nos enfants à la dureté de ce qui les attend. C'est terrible ça comme propos. Mais en même temps, vous le savez, c'est la réalité. Une réforme, une grande réforme de l'école, c'est toute la société qui doit la porter. Le projet d'école, c'est un projet de société. Bien entendu. Ça a été comme ça d'ailleurs dans l'instauration de notre République, ça l'est depuis Condorcet, mais ça l'a été dans toute société. Les projets d'éducation et les projets évidemment de société sont liés. Et donc la refondation de l'école républicaine, elle a besoin, ce n'est pas un spectacle auquel on assiste, elle a besoin de la mobilisation de tous. Je crois que l'immense majorité des professeurs n'a qu'une idée en tête, c'est que les élèves réussissent. C'est pas de discriminer, de trier. Et donc, d'une certaine manière, un petit peu comme chez Bourdieu, dans la thèse de la reproduction, finalement, avec ce type de thèse, on en vient à accuser objectivement, sinon personnellement, les professeurs d'être des agents de la discrimination, d'être dans les appareils idéologiques d'État, comme on disait dans mon jeune temps. Et je ne crois pas que ce soit vrai. C'était Althusser, mais bon, les thèses de Bourdieu allaient dans le même sens. Et je crois que c'est profondément faux. La vraie discrimination, c'est l'échec scolaire, tout simplement, mais elle n'est pas fabriquée par le système, ni par les professeurs, qui, encore une fois, moi je vois les professeurs de mes filles, elles sont des saintes laïques, elles n'ont qu'une idée, c'est de faire en sorte que les élèves réussissent, elles y travaillent toute la journée, et elles ne sont pas passionnées par le tri. Les deux erreurs, à mon avis, capitales qu'on a commises dans la période 80, ce qu'on a appelé la rénovation pédagogique, qui était portée à l'époque par le rapport Legrand, je cite mes sources simplement, mais les noms n'ont pas d'intérêt. On a cru, avec la meilleure volonté du monde, c'est pour ça que je dis que ce sont des erreurs intelligentes, que, au fond, les enfants n'apprendraient vraiment que ce qu'ils construisaient par eux-mêmes. C'était l'idée de l'autoconstruction des savoirs, qu'il fallait que les enfants fabriquent eux-mêmes les savoirs et que s'ils les fabriquaient eux-mêmes, ils les maîtriseraient mieux. C'était pas idiot comme idée, juste c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, on a fait rédiger les règlements intérieurs des écoles par les élèves en se disant, s'ils rédigent eux-mêmes le règlement intérieur, ils l'appliqueront mieux. C'est pas vrai du tout, ça marche pas. On s'est dit on va faire des autodictés plutôt que des dictées, on va faire des textes d'invention plutôt que la bonne vieille rédaction traditionnelle, on va faire du travail sur les documents en histoire et des exercices à trous en français plutôt que le cours magistral, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu cette idée qu'il fallait procéder par autoconstruction. C'est allé jusqu'à la main à la pâte. On va fabriquer des petits objets, des petites machines électriques, etc., des petites machines à vapeur pour comprendre la physique et la chimie, que sais-je. La vérité, c'est que dans l'enseignement, comme dans l'éducation, et je ne confonds pas les deux, l'enseignement c'est les professeurs et les élèves, l'éducation c'est les parents et les enfants, c'est pas le même registre. Eh bien dans l'enseignement comme dans l'éducation, il y a toute une part patrimoniale, toute une part de tradition, d'héritage, et ça n'est pas être réactionnaire que de dire cela. Je prends deux exemples qui sont pour moi cruciaux. Aucun d'entre nous dans la salle n'a inventé le français. Si vous faites une pédagogie qui est une pédagogie de la spontanéité, de la créativité, de l'autoconstruction, vous passez à côté du fait que le français, la langue maternelle, c'est un héritage traditionnel. Je vais être très clair. La créativité en matière de français, ça s'appelle les fautes d'orthographe. Et la même chose pour la civilité. La civilité, la politesse pour l'appeler par son vieux nom, c'est évidemment aussi des héritages. Quand vous terminez une lettre et que vous écrivez « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de
mes sentiments les meilleurs, zéro créativité, c'est de la pure tradition, c'est du patrimoine, c'est de la transmission. Et c'est pas un hasard si notre école aujourd'hui, elle est en très grande difficulté sur ces deux secteurs, la maîtrise de la langue, l'illettrisme d'un côté, les incivilités de l'autre. Ça, c'est la première erreur, autoconstruction des savoirs. Erreur intelligente, encore une fois, c'était pas idiot. La deuxième erreur, c'est qu'on a cru, et moi le premier, quand j'étais jeune prof, qu'il fallait d'abord motiver les élèves, puis on les ferait travailler après. Alors on arrivait avec les guitares, on jouait les Beatles dans la classe, on passait des films grandioses sur la sexualité féminine, tout ça était ravissant, et puis on se disait après on va les faire travailler. Mais vous savez, c'est comme le solfège et le piano pour vos enfants, ça commence très bien et ça se termine presque toujours très mal. Pourquoi ? Parce que la vérité, réfléchissez en vous-même, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Le travail précède l'intérêt et non pas l'inverse. Il y a toujours un moment d'autorité. Le travail, c'est le ticket d'entrée dans le monde des adultes. Et à ces deux erreurs fondamentales, s'en est ajouté une troisième qui est le jeunisme. On a constamment, dans ces années 70, expliqué aux jeunes qu'ils étaient absolument géniaux et qu'entrer dans le monde des adultes était une catastrophe. Le premier chanteur invité chez Drucker vous explique qu'il est resté jeune, qu'il a 10 ans, qu'il aime se mesurer avec les jeunes. Mais c'est absurde, l'éducation, c'est rien d'autre que le passage de l'enfance à l'âge adulte. Si vous dévalorisez la fin du trajet, vous dévalorisez le processus même de l'éducation. En réalité, je pense que les blocages que nous avons vécus depuis au moins 20 ans viennent que deux camps qui se caricaturent eux-mêmes et dans le fond s'ignorent ont monopolisé le débat public à l'extérieur de l'école et à l'intérieur de l'école. Un camp autoproclamé des républicains qui a assimilé la République à quelque chose dans le fond d'assez coercitif, la blouse grise, le lire, écrire, compter seulement, qui ne correspond absolument pas à la tradition républicaine française si on se donne la peine de la lire. Jules Ferry était pour une éducation libérale, Ferdinand Buisson faisait éditer avec des amis de la Première Internationale Pestalozzi, et la pédagogie du projet était au cœur évidemment du projet républicain. Et puis de l'autre côté, peut-être un pédagogisme, comme on a dit à un moment, qui voulait réduire le travail au jeu, penser à l'autoconstruction des savoirs, et en réalité ne correspond pas à grand-chose. Et donc nous devons avancer au-delà de ce débat entre les républicains et les pédagogues, ou les républicains et les démocrates appliqués à l'école, parce que d'abord, il n'a aucune réalité historique, aucune réalité philosophique, aucune réalité pédagogique. Il faut les deux, il faut évidemment apprendre, transmettre la tradition. Évidemment, la tradition, c'est la seule chose qui nous permet d'avancer d'ailleurs dans l'avenir. La parole du passé, parole d'oracle, disait Nietzsche. Et en même temps, il faut quand même reconnaître que les élèves ont besoin d'être mis en situation active, de s'approprier et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant que dans les pédagogies actives ou de projets ou de coopération, il n'y a que du mauvais. Ça n'est pas vrai du tout. C'est utile, y compris pour ces appropriations de connaissances. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Luc Ferry. Et merci à vous. On n'a pas eu...